Liberté. 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 Château-Vallon, liberté. Château-Vallon. 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 Liberté. Château-Vallon, liberté. Château-Vallon, liberté. En aparté, le podcast. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez, on est très heureux de continuer ce sujet de miroir, mon beau miroir, d'interroger notre rapport au corps à travers le miroir de ces réseaux sociaux notamment, et ça va vraiment être le sujet de cette table ronde ce soir, de toute cette soirée, j'ai envie de dire. Alors Thibaut Sarrazin, qui va faire la modération de cette table ronde, va vous présenter nos intervenants, mais je tiens vraiment à chaleureusement vous saluer pour votre présence ce soir et pour votre éclairage chacune à votre niveau sur le sujet. Thibaut Sarrazin, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Vous l'évoquiez, Tiffany, miroir, mon beau miroir. Donc, le début d'une célèbre réplique de la belle-mère de Blanche-Neige que je pense tout le monde connaît. Et si les miroirs de nos jours étaient remplacés par les écrans? C'est la question que l'on va se poser, notamment ce soir, les écrans de nos téléphones qui hébergent tout un tas de réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, pour les plus connus. Ces derniers reflètent-ils une réalité ou bien une vision transformée, fantasmée? Il y a un peu de tout ça et on va en parler avec nos 4 invités. Je précise qu'on va faire cette table ronde pendant à peu près 3 quarts d'heure. Vous pourrez poser des questions à l'issue si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à garder vos questions en tête si vous en avez pour pouvoir les poser ensuite. Pauline Foulon, bonsoir. Je vous laisse prendre le micro. Bonsoir. Donc vous êtes, influence, c'est-à-dire que vous vivez en tout cas grâce au contenu que vous partagez sur vos réseaux, Instagram notamment, à travers votre compte l'ananas blonde, ainsi que sur un blog du même nom, sur lequel vous parlez écologie du quotidien, parentalité, mode éthique, seconde main, notamment, on pourra en dire un mot. Elisabeth Eglem, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc vous êtes maître de conférences en sociologie et ethno-marketing. Vous intervenez à l'université Le Havre Normandie. Vous avez notamment étudié les comportements de consommation et de communication en ligne, ce qui comprend la question des réseaux sociaux ainsi que le rapport au corps et au bien-être. Déborah Meffre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de l'association Horizon Multimédia. Vous intervenez dans les établissements scolaires de la région pour sensibiliser, entre autres, les plus jeunes aux effets que peuvent avoir les réseaux sociaux, et ils sont nombreux. Enfin, Camille Laurence, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes romancière, on vous a présenté brièvement, mais je vais le refaire ici, autrice notamment de Celle que vous croyez, paru en 2016 chez Gallimard. On l'a rappelé, mais le film qui a été adapté de votre roman sera diffusé juste après à 20h15. Vous racontez l'histoire donc de Claire divorcée qui va se créer un faux profil Facebook pour séduire, et je vous laisserai là aussi préciser. Peut-être un mot pour débuter cette table ronde qui résume peut-être ce qu'on va se dire. L'image que l'on renvoie, celle que l'on donne, celle que l'on veut donner, celle que l'on perçoit. Pauline Foulon, peut-être pour commencer. J'imagine forcément que vous vous êtes questionné, vous, sur ce point-là. Vous faites attention à l'image que vous souhaitez renvoyer. Quelle est votre position là-dessus ? Je crois que ça s'est fait assez naturellement parce que moi, mon réseau social principal, c'est Instagram. Ça fait donc 8 ans que je fais ça. Alors, au début, c'était de manière complètement lambda, et puis après, il y a eu un effet de communauté qui s'est créé, et c'est devenu mon second métier il y a 4 ans, et maintenant mon métier principal. En fait, j'ai toujours gardé la même ligne de conduite, c'est-à-dire que je dévoile pas tout. Je dévoile une partie de ma vie. Encore, il y a des choses que je passe sous silence parce que c'est mon intimité. Voilà, après, libre à chacun de partager la façon dont il l'entend. Mais après, j'aime aussi, je partage quand même un peu d'intimité, parce que surtout depuis que je suis maman, en fait, c'est vrai que il y a un côté un peu très solidaire dans la parentalité, et c'est vrai que les coups durs, ça fait du bien de les partager, et ma communauté aime ce côté vrai plutôt que les comptes tout lisses où on partage que le positif. Bon, après, chacun vient chercher ce qu'il veut aussi sur les réseaux sociaux et ce dont il a besoin. Votre enfant, vous l'évoquez, vous ne le montrez pas forcément, très peu en tout cas, pas son visage.
pas son visage, c'était un... En fait, la question s'est même pas posée, c'était une évidence. Autant mon compagnon apparaît de façon occasionnelle, mais c'est vrai que des personnes comme ma mère, par exemple, je montre pas spécialement son visage non plus. Et mon enfant, ça a été... en fait, je veux que ça soit son choix. Voilà, donc je parle un peu de lui, je parle beaucoup de lui, mais pareil dans les grandes lignes, mais je montre pas son visage. Après, il fera bien ce qu'il voudra plus tard. Son choix un peu plus tard, mais qui peut arriver très très vite. On en parlera notamment avec vous, Déborah Meffre. Pauline Foulon et l'ananas blonde, et c'est réciproquement, c'est vrai. En tout cas, c'est vous que vous montrez à travers vos réseaux sociaux. C'est une image plutôt réelle. En fait, l'ananas blonde, il y a du Pauline Foulon dans l'ananas blonde et de l'ananas blonde dans du Pauline Foulon. Donc oui, de toute façon, mon blog et mes réseaux sociaux, c'est une extension de moi quelque part. Hein. Donc après, j'essaye de partager ce que je considère comme du contenu inspirant de la vie de tous les jours. On parlait de écologie du quotidien, parentalité. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les nouveautés, aimer découvrir et aimer partager. Et de toute façon, Instagram, ça se passe un peu comme ça. Hein. La question de l'image, Camille Laurent, je me tourne vers vous, c'est le sujet que vous avez évoqué dans votre roman. Et quand on le lit, on découvre que finalement, il est aussi très simple de se créer... Dans le cas de Claire, un faux profil, de se créer une image, celle que l'on souhaite renvoyer. C'est comment vous l'avez, vous, imaginé et après mis en scène cette histoire? Vous avez employé le bon mot, qui est le mot imaginer, parce que l'image, c'est aussi de l'imaginaire, de l'imagination. Et ce que je voulais montrer dans ce roman, donc c'est la puissance... de l'imaginaire sur nous tous et la puissance d'imagination que nous avons, puisque c'est l'histoire d'une femme de 46 ans qui se crée un faux profil sur Facebook et qui, sous ce faux profil où elle met la photo d'une fille de 23 ans, s'invente une vie, et sous cette fausse identité, rencontre un homme qui a 10 ans de moins qu'elle. Alors elle le rencontre virtuellement et se pose la question, évidemment, à un moment de se rencontrer en vrai, in real life. Et c'est là que ça se complique. Donc j'ai imaginé toutes les possibilités qui s'offraient à elle, mais aussi j'ai imaginé la vie d'une femme qui vit dans une autre existence, en fait, qui s'invente une vie et qui s'invente une histoire d'amour. Enfin, elle ne se l'invente pas, parce que l'histoire d'amour est réelle, puisque cet homme tombe réellement amoureux d'elle, enfin de celle qu'il croit qu'elle est, d'où le titre. Et elle aussi, elle tombe amoureuse de lui, bien sûr. Ça pose la question de cette frontière entre virtuel et réel, mais ça montre aussi que finalement, il est très simple de s'imaginer une vie. Presque tout le monde pourrait tous le faire ici. Il est très simple de s'imaginer une vie, et puis de toute façon, c'est aussi la question de l'amour. On tombe toujours amoureux d'une image, il n'y a pas de réalité de l'autre, sinon à travers des projections imaginaires qu'on fait. Donc simplement, c'est décuplé, par exemple, dans cette histoire, puisque elle crée de toutes pièces l'image dont l'autre va pouvoir tomber amoureux, mais en fin de compte, c'est pas très différent de ce qu'on fait quand on tombe amoureux. Elisabeth Eglem, avec la question du partage, de l'échange, on reviendra sur ces sujets-là, mais la question de l'image que l'on renvoie, elle est vraiment au cœur de la problématique de ces réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi la question de comment on travaille son image, surtout. Dans quoi on parle souvent, on emploie souvent le terme de version améliorée ou de meilleure version de soi-même. C'est un terme qu'on voit souvent dans les publications à ce sujet, même surtout des publications grand public. Je pense qu'il y a cette question-là, c'est qu'est-ce que la meilleure version de moi. Et du coup, il y a aussi la question des filtres qu'on va avoir. Donc les filtres techniques qui sont proposés par les réseaux sociaux, qui permettent vraiment de modifier notre image, mais aussi les filtres qui sont des filtres mentaux, c'est-à-dire la façon dont on voit la réalité, et le fait qu'on veut toujours... on croit les choses qui nous avantagent, finalement. C'est un truc de psychologie, finalement. On a toujours tendance à croire ce qui nous convient et à se projeter dans ce qui nous convient.
Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les fausses nouvelles circulent d'ailleurs aussi, parce qu'on nous présente uniquement ce à quoi on est supposé croire à cause du profil qu'on a. Donc en fait, on est toujours un peu dans une espèce de boucle. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va l'évoquer, mais vous posez la question du rapport à soi, notamment. Déborah Meff, est-ce que ça, c'est un sujet que vous abordez lors de vos interventions en milieu scolaire, le rapport à soi et les questions que ça pose quand on fréquente ces différents réseaux sociaux? Alors oui, bien sûr. Donc nous intervenons de la moyenne section de maternelle jusqu'au lycéen. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose que nous discutons avec, par exemple, des moyennes sections de maternelle, mais dès le CM1, CM2, on a beaucoup de questions, on va dire plutôt pour être honnête et franc avec vous, de jeunes filles, autour vraiment de l'image qu'elles renvoient sur les réseaux sociaux. On a beaucoup, nous, de jeunes filles en CM1, CM2 qui sont déjà connectées à Instagram, TikTok et qui souhaitent renvoyer l'image d'une jeune fille beaucoup plus âgée, qui souhaitent déjà rencontrer des garçons. On a déjà en CM1, CM2, on a déjà des jeunes filles qui se posent des questions par rapport à ça, tout à fait. Les jeunes filles se les posent, c'est pas vous qui avez besoin d'aller aborder ces sujets avec elles, c'est finalement même l'inverse? Alors oui, c'est finalement même l'inverse, parce que juste pour information, on intervient sur 2 fois 3 heures dans l'année et on n'a jamais le temps de clôturer nos interventions parce qu'ils ont énormément en fait, de questions par rapport à ces réseaux sociaux. Ils ont aussi beaucoup de questions sur... ils le disent comme ça, donc je vais vous le dire comme ça, sur les réseaux sociaux, entre guillemets, qui les manipulent. Voilà pourquoi ils sont un petit peu accros à ces réseaux, pourquoi ils aiment autant y être, pourquoi ils sont vraiment à la chasse au like. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, dès le CM1, CM2, ils se posent vraiment la question du pourquoi. Alors, on parle des réseaux sociaux, mais je pourrais aussi vous parler des jeux vidéo. Pourquoi ils veulent y passer autant de temps? Ils se questionnent. Voilà, pas quand ils sont très très jeunes, mais dès l'école, ils se questionnent sur ces sujets. Vous évoquez le côté addiction, on va en parler quelques minutes, j'en profite pour revenir après sur le sujet du rapport à soi. Mais alors comment ça se fait que quand on sort son téléphone, on a toujours de plus en plus envie de le prendre? Comment se crée cette addiction-là? Alors en fait, c'est tout simple, je vais vous l'expliquer comme je l'explique à mes jeunes quand j'interviens. C'est tout simplement la dopamine, l'hormone du plaisir. Et quand tout simplement il y a quelqu'un qui like ou qui aime notre photo, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir aux adolescents. Et en fait, c'est comme quand on mange du chocolat, c'est le même principe. Cette hormone est sécrétée du coup par notre cerveau et on a envie de revenir dessus. Donc vous avez parlé du coup de filtres. On a beaucoup de jeunes filles qui se mettent des filtres parce que quand on est ado, on a une image qu'on n'assume pas forcément, qui est difficile. On est en plein changement. On a les cheveux comme ça, des boutons. C'est pas forcément facile et donc du coup on est un peu à la chasse au like, à savoir. Je vais vous donner l'exemple de Snapchat où je sais pas si les flammes vous disent quelque chose, mais où si on n'a pas de flamme avec son copain ou à sa copine, on n'a pas plus de 200, 300 flammes avec son copain, sa copine, on part en vacances avec les parents, le parent a dit plus de réseaux sociaux, donc du coup on perd ses flammes et ils reviennent à l'école, ils n'ont plus d'amis en fait, voilà, parce que tout le monde leur a tourné le dos parce que il n'y a plus de flammes avec ses copains et ses copines, quoi. Donc c'est assez difficile pour eux de plus être connectés. Il y a cette question, donc vous dites du rapport à soi avec les CM1, CM2, mais la problématique des réseaux sociaux se pose même bien avant, dès le plus jeune âge, très très jeune âge. Alors oui, du coup je vous en parlais un petit peu avant. Donc on intervient nous à partir de la moyenne section de maternelle, donc pour des enfants qui ont du coup 4 ans, donc très très jeunes enfants. Et j'ai fait un bilan cet après-midi sur une ville. Je ne vous donnerai pas forcément le nom, mais on est sur les mêmes villes du Var, quoi. 88% des jeunes de 4 ans sont connectés sur un réseau social. 88%. Je suis même allée voir mon assistante administrative pour savoir si elle s'était pas trompée. Non, donc sur du déclaratif, 88%. Voilà, donc sur des déclaratifs des parents, donc je pense qu'il y en a même un petit peu plus. Donc quand on demande sur quel réseau, c'est TikTok dans un premier temps et Instagram sur un second temps. Voilà. Pauline Foulon, en tant que jeune maman et professionnelle du secteur, ça c'est un sujet qui vous préoccupe, j'imagine, forcément.
interpelle même peut-être quand vous entendez ce qu'explique Déborah Meffre? Je suis moi aussi sidérée par ce chiffre. En fait, j'étais à milieu de m'imaginer 88%, parce que, après, moi, dans mon cercle privé, on n'a que des très très jeunes enfants en dessous de 3 ans. Donc, on n'est pas amené à ça. Après, par contre, on remarque qu'ils prennent le téléphone, ils marchent à peine et ils arrivent à le prendre. Et en fait, c'est du mimétisme parce qu'ils nous voient dessus. Après, l'exposition... Je voudrais pas m'avancer. Est-ce que ça vient de l'enfant? Est-ce que ça vient des parents? Moi, je sais que de ce que je vois par rapport à certaines pratiques d'influenceurs qui exposent eux-mêmes leurs enfants, qui leur font faire des stories, qui leur font faire des... C'est pas eux, hein, ils filment leur enfant, vas-y, parle à la caméra. Donc, je vois certaines dérives. Parce que c'est porteur aussi. Parce que c'est porteur aussi. Bah oui, un enfant, ça fait gagner des abonnés. Hein. Non, mais vraiment, hein, non, mais oui. Mais je suis complètement ahurie par ce chiffre. Honnêtement, je ne me l'explique pas. Elisabeth Eglem ou Camille Laurence sur ce que vient de nous dire Déborah Meffre, est-ce que ça peut vous inspirer? Alors moi, je suis pas du tout spécialiste des enfants sur les réseaux sociaux. Mais ce que ça m'inspire, c'est effectivement déjà le principe de l'imitation. Je pense que forcément, les enfants sont des éponges, ils imitent leurs parents. Et puis, je pense qu'il y a aussi quand même un rôle de la publicité et du milieu ambiant quand même, dans lequel on est plongé, où il me semble très très vite quand même, on est incité à aller vers des écrans. Et je pense que les enfants qui sont peut-être plus précoces aussi, c'est une conversation qu'on a eue un peu tout à l'heure, sont peut-être de plus en plus sensibles aussi plutôt à ce genre de choses. Et puis, effectivement, je pense que le téléphone, même pour les adultes, c'est un peu une sorte d'objet transitionnel, c'est-à-dire un objet qui est toujours là pour nous rassurer, qu'on peut toujours avoir à la main. Il nous tient compagnie. Et je pense que les enfants, très rapidement, ils se saisissent de ça un peu comme d'un ours en peluche, finalement. Mais c'est aussi ce que nous, on continue à faire après. Donc... Si je peux réagir par rapport à ça, une petite anecdote, parce que je vous dis, on fait à peu près 1800 établissements sur la région PACA, donc c'est juste énorme. On croise quelques 30 000 élèves. Et on a une directrice d'école qui nous a appelé il y a un mois de ça, et en fait, en nous disant qu'une maman avait déposé son petit garçon avec la tablette, en fait, en lui disant vous pouvez lui allumer ou lui donner dans la journée, comme si c'était son doudou. Besoin d'éduquer les enfants, mais aussi les parents. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons tout à fait. Donc, quand on intervient dans un établissement scolaire, on a toujours une réunion parentalité qu'on appelle nous être parents l'ère du numérique. C'est important de sensibiliser, que ce soit les parents, les enfants, mais aussi les professionnels. Après, l'idée, c'est vraiment pas pendant nos interventions, c'est pas de diaboliser les écrans, qu'il faut aussi qu'on vive avec. On est en 2022, c'est tout à fait nécessaire, mais vraiment de donner les armes, que ce soit aux parents, aux enfants, de leur donner les armes d'une bonne utilisation, quoi. Je voulais juste rebondir parce que j'entends beaucoup de réactions dans la salle. Je pense qu'il ne faut pas fustiger les gens. Je pense qu'on ne connaît pas la vie des gens. On est dans une société où on travaille de plus en plus, beaucoup. On nous en demande beaucoup. Surtout nous, en tant que mères, il faut travailler énormément, il faut être partout. Je pense que après on connaît pas la vie des gens, peut-être qu'ils ont pas le choix, peut-être que c'est leur moyen, peut-être que c'est un enfant qui est compliqué, on sait pas. C'est sûr, c'est pas du tout, je ne cautionne pas, attention, hein, je ne cautionne pas ça, mais je pense qu'il faut pas juger. Oui, l'objet ici n'est pas de juger ou de condamner. D'ailleurs, la précision est importante. Elisabeth Eglem, vous disiez, sur les réseaux sociaux, on a souvent, parfois, tendance à vouloir donner la meilleure version de soi-même. Est-ce que quand nous, on perçoit cela, est-ce qu'on est obligé finalement de se comparer ou d'émettre un jugement par rapport à ce que l'on va voir? On n'est pas obligé, hein. Je pense qu'il y a aussi un très bon usage des réseaux sociaux qui ont beaucoup de qualité aussi pour maintenir le lien. On l'a vu notamment pendant la pandémie. Je pense que quand même, sans les réseaux sociaux, on aurait eu du mal à rester en contact avec les personnes qu'on aime. Et donc il y a de multiples usages qui sont intéressants. Après, je pense qu'effectivement, quand on lit la littérature sur la question, notamment ce qui concerne les jeunes, mais pas seulement, hein, le principe de la comparaison, il est quand même très présent. Mais c'est aussi un fonctionnement normal du cerveau humain. En fait, on est un peu programmé pour se comparer aux autres. Et par exemple, si vous gagnez quelque chose, vous êtes content, mais si vous gagnez plus que le voisin, vous êtes encore plus content. Et ça, c'est quelque chose qui a été montré par des études en psychologie sociale. En fait, on fonctionne comme ça.
Donc du coup, les réseaux sociaux qui nous montrent tout le temps la vie des autres, et on peut regarder ça comme on regarderait un film sans avoir d'avis sur la question. Mais c'est vrai que très facilement quand même, on peut se dire, bah tiens, lui il est parti en vacances là et pas moi. Voilà, moi je sais pas. Cette personne-là, elle a vraiment un très très beau visage, ses cheveux, ils sont vraiment très bien. Donc du coup, ça peut me renvoyer à mon propre cas, et c'est vrai que c'est assez facile, surtout si on est fatigué, si je sais pas, enfin on traverse une période de doute ou quoi que ce soit, d'avoir du coup une opinion négative par rapport à soi. Et c'est vrai que ça, c'est dommageable. Par contre, sur le long terme, c'est pas bon pour l'estime de soi et pour le bien-être, tout simplement, de chacun, quoi. Ouais, certains comptes, pour le dire un peu facilement, vendent du rêve. J'imagine que vous qui suivez un petit peu l'actualité des réseaux sociaux, on le voit à travers des influenceurs, des stars de télé-réalité notamment. Il y en faut pour tout le monde. C'est à nous de piocher ce dont on a besoin. Comment vous positionnez, vous, par rapport à ça? Alors moi, je ne vois pas de tout du rêve. En fait, déjà, nous, en tant que, dans le métier, on distingue les influenceurs et les créatrices de contenu. Moi, je m'estime créatrice de contenu. Un influenceur, voilà, souvent c'est quelqu'un qui est énormément suivi. Ils sont souvent issus de la télé-réalité et leur vie est scénarisée, en fait. Leur vie est complètement mise en scène et c'est ce qu'ils transmettent à travers les réseaux sociaux. Après, il y a des gens aussi qui ne sont pas issus de la télé-réalité et qui font ça. Après, c'est aussi à l'utilisateur d'être responsable des comptes qu'il va suivre. Et chacun va un peu chercher ce qu'il a envie. Et puis, en plus, je pense que tout est fait de nuances aussi. Je veux dire, moi, je suis des gens dont le contenu est hyper lissé, hyper positif, parce que des fois, quand j'ai passé une journée, j'en ai plein la tête, j'ai juste envie de me détendre. Et moi, ça me fait du bien de regarder du positif, un peu du rêve. Mais effectivement, si on est dans une mauvaise passe, ça peut faire l'effet inverse. Et il y a des comptes beaucoup plus du quotidien ou beaucoup plus informatifs, parce qu'il faut aussi remettre du positif dans les réseaux sociaux. C'est qu'on a... moi, j'ai jamais eu autant accès à de l'information sur les diversités culturelles et sociales de notre société actuelle. Et heureusement que ces comptes existent et ils font du contenu informatif de qualité, du contenu militant. Mais encore une fois, c'est à l'utilisateur d'aller chercher ça. En fait, Instagram, finalement, c'est comme le câble, hein. On zappe sur la chaîne qu'on veut, tout simplement. Déborah Beff, justement, vous faites de la pédagogie, vous, par rapport à ça. C'est, j'imagine, un sujet que vous abordez presque quotidiennement. Oui, tout à fait. Alors, nous aussi, on parle surtout, on a cet angle-là, vraiment des bonnes pratiques du numérique, parce que voilà, on n'est pas du tout contre les réseaux sociaux, on n'est pas du tout contre les jeux vidéo, parce qu'on est juste en 2022, en fait. Comme le disait ma collègue, il y a des choses qui sont hyper intéressantes sur ces réseaux sociaux. Mais voilà, l'idée, c'est, on parle, nous, avec les jeunes, d'avoir un usage raisonné, en fait, et raisonnable, tout simplement, en fait. On parle, usage raisonné et raisonnable, savoir ce qu'on met dessus. Quand on critique quelqu'un, nous, on leur fait toujours le parallèle avec, en fait, la réalité. Voilà, par exemple, critiquer quelqu'un sur les réseaux sociaux, est-ce que si tu l'avais croisé dans la vraie vie... tu l'aurais peut-être insulté, non en fait. Voilà, donc vraiment réfléchir sur le parallèle réseaux sociaux et du coup quand je croise quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un dans la vraie vie, est-ce que je ferais vraiment la même chose? Vous avez, Camille Laurence, vous, justement réfléchi à ce sujet-là, cette frontière, je le disais, entre la réalité et le virtuel. Ça ne colle pas forcément toujours à ce qu'on avait imaginé. Vous avez peut-être même été précurseur sur ce sujet-là. Je rappelle, le roman date de 2016. Comment ça vous était venu de travailler sur ce point-là? Oui, ça m'est venu en discutant avec des amis. Alors évidemment, c'est pas la même génération, puisque dans le roman, donc, c'est une femme qui en plus n'a pas du tout l'habitude des réseaux sociaux, qui découvre, mais qui a elle-même des enfants adolescents, et ce sont ces enfants qui finalement lui expliquent les abréviations, comment il y a des mots d'anglais quand on discute. Enfin, elle découvre complètement. Et c'est comme alors, elle, pour le coup, elle est d'une autre génération, mais elle retombe un peu en enfance, c'est-à-dire c'est comme les enfants qui disent
on dirait qu'on serait pirate, elle dit voilà, je dirais que j'ai 23 ans et que je vais vivre une autre vie ou refaire ma vie ou inventer ma vie. Et c'est en discutant avec des amis autour de moi, je dois dire des amis, y compris des intellectuels, qui ont 5 ou 6 profils Facebook et qui, sur chacun de ces profils, ont une vie différente, un âge différent, font des rencontres différentes. C'est assez fascinant. Donc ça m'a ouvert des horizons. C'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde, pas seulement les... Ah oui, mais je pense, mais c'est parce adolescents. que on est tous des romanciers en puissance, donc on se crée un personnage et ensuite on fait vivre ce personnage comme un écrivain. Et la difficulté arrive quand la réalité rencontre le virtuel ou inversement. Ben oui, mais oui. c'est sûr. C'est aussi le sujet, oui, du roman, oui. Oui, c'est-à-dire que le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a plein de qualités, effectivement, pour rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie, mais en même temps, ça empêche de les rencontrer aussi, parce qu'on est sans arrêt par écran interposé, alors que c'est bien aussi de se rencontrer en vrai. La création d'une communauté à travers les différents éléments qu'on peut partager, c'est aussi... Au-delà de l'image, un vrai enjeu de ces réseaux sociaux. Vous cherchez, vous, à créer cette petite communauté de personnes qui vous suivent? Oui, oui. Ça fait partie du jeu, en tout cas. Elle existe, elle se consolide, et puis ça s'entretient. Après, c'est un échange. C'est énormément de... Après, ça dépend du réseau sur lequel on est. TikTok, il n'y a pas du tout d'effet de communauté. TikTok, juste peut-être préciser la façon dont ça fonctionne. TikTok, c'est que de la vidéo qui se regarde de manière verticale, en fait. Et la différence avec TikTok, c'est que quand vous ouvrez l'application, vous tombez sur une première page qui s'appelle Pour toi. Et ce sont des vidéos qui sont sélectionnées par l'algorithme en fonction de ce que vous avez liké précédemment. Et donc en fait, c'est voilà le côté addictif aussi du réseau. En fait, de scroller, c'est que l'algorithme, il est créé pour que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc il va vous proposer du contenu toujours qui plus. Potentiellement nous intéresse. C'est ça. C'est des vidéos qui sont très courtes, très divertissantes. Mais il n'y a pas du tout... on peut s'abonner au compte, mais on le voit dans un deuxième temps. Il faut aller sur l'onglet abonnement pour voir... Voilà. Il n'y a pas cet effet de communauté. Il peut y avoir des messageries, mais c'est pas du tout pareil que Instagram. Il y a un gros effet de communauté. Je trouve aussi que c'est un réseau qui est quand même relativement plus bienveillant que TikTok. TikTok, c'est un peu la porte des enfers, quoi. Enfin, pour moi, à mon sens. Mais vraiment, moi, j'ai des commentaires. Des fois, je suis... Voilà. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 6 mois que je suis sur TikTok. Des fois, je tombe des nues, quoi. Donc, voilà, Instagram, il y a cet effet de communauté. Les gens regardent les stories, ils réagissent. Et puis, en tant que... Enfin, mon métier, c'est aussi de répondre à leurs questions, que ce soit en commentaire ou en message privé. Et il y a vraiment un lien qui s'installe. Il y a beaucoup de personnes avec qui je parle quotidiennement, en fait. Et j'ai pu faire des très, très belles rencontres avec Instagram. Quand on passe au réel, une de mes meilleures amies, ça fait 7 ans que je la connais. On s'est rencontrés sur Instagram. Bon, à l'époque, on avait genre 60 et 40 abonnés. Et voilà. Et après, on s'est suivis. On est partis en voyage ensemble. Enfin, il y a aussi du beau dans les réseaux sociaux. C'est devenu, Elisabeth Teglem, un nouveau mode de communication, vraiment, ces réseaux sociaux. Au-delà des messages que l'on peut s'envoyer, mais le fait de suivre une personne, de suivre son actualité, et pourquoi pas, après, dans un second temps, d'aller échanger avec elle. Oui, complètement. Alors, mais après, je pense que c'est différent parce que, bon, ce sont des outils qui ont des logiques spécifiques d'un réseau social à l'autre. Ça fonctionne pas de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes codes et c'est pas les mêmes publics, forcément. Mais après, je pense que finalement, je rejoins un petit peu ce que vous disiez, dans le sens où on a toujours de l'imagination, on a toujours plusieurs, je dirais pas plusieurs vies, mais on a en tout cas plusieurs rôles sociaux et on se comporte pas de la même manière quand on est au travail, quand on est chez soi ou avec des amis. On communique pas non plus de la même manière en fonction de ces différentes circonstances. Et je trouve que de ce point de vue-là, la logique des réseaux sociaux, elle n'est pas si différente en fin de compte. Après, ce qui change, c'est le contexte technique, le fait qu'il y a un écran ou des écrans.
Et effectivement, il y a une tendance, plus particulièrement sur certains réseaux, enfin, je pense peut-être plus à Twitter, à être plus très rapidement dans des choses assez extrêmes parce qu'il y a peu de mots. Et donc, on peut pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de nuances, en fait. On peut très rapidement dire des choses assez directes. Et tout va très vite. Donc, quand on communique pas sur les réseaux sociaux, je pense qu'on communique peut-être moins vite. On n'échange pas autant de contenu de façon aussi intense et aussi immédiate. Ou en tout cas, pas avec des gens qu'on connaît pas, quoi. Donc, pour moi, ça serait ça, les différences, peut-être, en matière de communication. Et puis Twitter, c'est un média d'opinion. Oui, Donc c'est un média qui est créé pour donner son avis. C'est vraiment Donc, fait pour ça ça, que ça quoi. peut, Bah ouais. ça peut vite s'emballer. Ça a véritablement influencé nos modes de communication. On ne dit pas forcément ce que l'on pense vraiment, vous l'expliquez, parce que sur certains réseaux sociaux, on a 140 caractères, ça ne permet pas d'exprimer réellement son idée. Est-ce que sur le long terme, ça peut véritablement même influencer notre façon de parler? On arriverait sur un langage réseaux sociaux, entre guillemets. Est-ce que ça même, c'est pas déjà arrivé, Elisabeth Eglem? Pour moi, peut-être le danger qu'il y aurait, c'est dans une sorte de simplification des émotions, en fait, parce qu'on est habitué à travers les emojis, notamment, on a une foule de symboles pour exprimer ce qu'on ressent. Il y en a de plus en plus, mais c'est quand même forcément limité. Ça sera toujours plus limité que d'exprimer ce qu'on ressent avec nos propres mots. Et bon, ça, moi, je le vois aussi par rapport aux devoirs des étudiants que je peux avoir à l'université, où beaucoup de personnes ont vraiment des difficultés d'expression, et notamment d'exprimer précisément ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Alors, je ne dis pas que c'est en lien direct avec l'usage des réseaux sociaux. Ça, je pense que ça serait une simplification peut-être abusive, et j'ai pas assez de données pour dire ça. Mais en tout cas, je pense que moins on utilise de mots et plus on utilise de symboles à la place, et moins on sait se servir des mots, en fait. Peut-être que, enfin, pour moi, il y a peut-être quelque chose quand même peut-être dont il faut être conscient. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je pense que ça peut avoir un impact, en tout cas, oui, sur notre façon de mettre des mots sur ce qu'on pense et du coup de l'exprimer aux autres. Camille Laurence, votre sentiment sur ce sujet en tant qu'écrivaine forcément amoureuse des mots? Mais je suis forcément d'accord, oui. Je pense que c'est un vrai danger que l'image, les abréviations, les émoticônes prennent toute la place ou une place trop grande, et que de moins en moins de sentiments, d'émotions, de nuances passent par les mots. Je veux dire, pour exprimer les nuances d'un sentiment, d'une pensée, d'une émotion, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre. Enfin, peut-être la musique, mais sinon, c'est forcément par les mots. Donc, oui, moi, je pense que c'est quand même un grand danger. Et qu'on en voit déjà les effets chez les jeunes. Surtout s'ils commencent à 4 ans, à l'école maternelle, avant de savoir lire, écrire. Ça ne prédispose pas à lire des livres. Si on a une tablette à la place d'un doudou, c'est curieux quand même. Enfin, je trouve ça inquiétant, pour le coup, là, franchement. Ça vous inquiète aussi, Déborah Meff? M'inquiéter, oui et non, parce que je vous dis, on intervenait il y a quelques années à partir de la 6e, et là on intervient à partir de la moyenne section de maternelle, mais ça m'inquiète, oui et non, parce que je me dis aussi que du coup on les sensibilise aussi beaucoup plus tôt. Voilà, donc le numérique, ok, mais voilà, un numérique, on parle beaucoup, nous, avec les plus jeunes, ce qui est autour du numérique éducatif. Voilà, donc nous, on leur dit numérique, il faut vivre avec, mais on a toute cette partie numérique éducative qui est intéressante aussi. Voilà, qui est intéressante. Donc je me dis, avant, on les touchait en 6e, aujourd'hui, on les touche un petit peu plus tôt, donc ils vont être plutôt en fait au courant de ce qui s'y passe, et ils vont pouvoir du coup avoir cet usage qu'on appelle raisonné, et raisonnable. Oui, moi je parlais des réseaux sociaux, parce que par ailleurs Internet, moi je trouve ça formidable, et qu'on puisse lire, parce qu'on lit beaucoup. Moi j'ai beaucoup engueulé ma fille quand elle était jeune, en lui disant mais tu lis pas, t'es toujours devant ton écran. Elle me disait mais je lis sur mon écran. Donc et c'est vrai, on peut lire les journaux, on peut tout lire, on peut lire maintenant tout se lit sur écran, donc c'est pas la question, mais c'est plutôt les réseaux sociaux où vraiment c'est quand même
assez limité. La partie proprement écrite, le maniement de la langue est quand même assez limité. Pour mettre un peu de positif dans tout cela, on l'évoquait au tout début de cette table ronde, ces réseaux sociaux permettent aussi de favoriser une certaine visibilité des minorités, notamment certaines personnes qui n'osaient pas forcément se montrer, peuvent le faire, le font aussi de plus en plus grâce à ces réseaux sociaux. Ça, c'est forcément un point positif que l'on peut en tirer, qui permettent, pour revenir à ce sujet-là, de faire évoluer aussi le rapport que l'on a à soi, le fait de se montrer. Pauline Foulon, peut-être? Oui, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup plus de diversité qui sont présentes sur les réseaux sociaux, parce que dans notre culture actuelle, elles ne le sont pas. Il faut dire ce qui est. La plupart des films, des séries, des livres sont une histoire d'amour entre un homme cis et une femme cis, et puis ils font des enfants, et puis tata. Et c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup plus de représentation, parce que ce sont des personnes qui existent et qui sont là. Et c'est chouette de voir tout ce panel. Et puis il y a cet effet justement communauté, entraide, qui est très belle, moi je trouve. Je peux dire un petit mot par rapport à ça. Nous, les adolescents, nous font remonter, donc il y a le côté, on a discuté des gens qui ont la haine, le cyberharcèlement, etc. Mais il y a aussi ce côté communauté. Parce que c'est vrai que quand on est au collège, on est un peu en recherche d'une identité. On se retrouve pas forcément dans son copain qui est juste à côté ou dans la même classe, mais on peut retrouver du coup du monde sur les réseaux sociaux qui est en accord, en tout cas, avec nos principes, nos valeurs, etc. On a beaucoup de jeunes qui sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se retrouvent avec quelqu'un qui est peut-être à 500 km de chez eux, mais qui est en accord avec eux, en fait, et qui n'ont pas trouvé dans leur collège ou dans leur lycée. On a des remontées déjà de jeunes par rapport à ça. Ça permet de travailler sur l'image que l'on a de soi. Ça, c'est forcément un côté positif, Elisabeth Eglem. Là, en tout cas, je pense que là, on est plus en train de parler effectivement des effets positifs des communautés en ligne. Et effectivement, on peut se sentir très proche de quelqu'un qui est très loin et n'avoir rien à voir avec les gens qui nous entourent. Et oui, je pense que c'est aussi apprendre, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, identifier des personnes qui nous ressemblent, donc grâce au réseau, et du coup peut-être modifier l'image qu'on a de soi et en avoir une perception plus exacte, puis se rendre compte que les problèmes qu'on a, on n'est pas le seul à les avoir. Et oui, ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et aussi trouver des solutions, même sur des questions très 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 variées. Je pense que maintenant, c'est difficile de pas trouver un groupe qui se pose les mêmes questions que soi, quel que soit le sujet. Et ça, je pense que ça peut vraiment être une aide des fois, qu'on pourrait pas trouver autrement. Ouais. Oui, parce que tout le monde ne cherche pas à donner la meilleure image de lui-même. Certains sont très transparents. Ça peut permettre de lever certains complexes à certaines personnes qui s'identifient à cela. Oui, après ça, on a effectivement pas mal de groupes qui peuvent sortir de l'invisibilité grâce à ça. C'est ce que vous disiez à l'instant. Et je pense par exemple à tout ce qui est autour du body positive et du fait de pouvoir revendiquer le fait d'apparaître effectivement pas alors qu'on a un corps. Disons que en gros que tous les corps peuvent se montrer, tous les corps peuvent apparaître en ligne. Et c'est cette idée-là, je pense, qui est vraiment intéressante par rapport aux réseaux sociaux, qui du coup là rassemble au lieu d'être dans une logique de comparaison qui peut être psychiquement dommageable à l'individu. Ça a aussi une influence sur la société en général, la publicité notamment qui adopte ces nouveaux codes en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose que l'on constate déjà, Elisabeth Eglem. Oui, je pense que de toute façon, la publicité, elle observe ce qui se passe dans la société, elle s'adapte comme le font les entreprises en termes de marketing. Le marketing, il suit les tendances, s'il est bien fait. Il évolue en même temps que nous.
Donc, oui, je pense que maintenant, autant avant c'était vu à la télé, par exemple, pour donner de la crédibilité à un produit. Je pense que maintenant c'est plus vu sur Instagram, par exemple, où telle marque qui est mise en avant par un influenceur qui a tant de vues. C'est, je pense, le meilleur argument qu'on puisse trouver maintenant pour, au moins auprès d'une certaine cible. Après ça dépend des tranches d'âge aussi, mais en tout cas, moi je vois les étudiants que j'ai, en général, ils regardent pas la télé, quoi. Donc ils sont pas, très 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 peu. Ils ont une télé chez leurs parents, mais s'ils vivent tout seuls, en général, ils n'en ont pas. Et donc ils s'informent par internet, ils regardent des séries sur Netflix, et ils s'informent sur les tendances par les influenceurs. Et donc ça me paraît normal que la publicité, elle récupère également ces codes-là si elle le peut. Est-ce que vous avez conscience, Pauline Poulon, de cette influence que vous pouvez avoir, alors chacun à votre échelle en tant que créateur de contenu, mais sur l'évolution de la société, de ses codes? Ah oui, complètement. Après, dans la vie de tous les jours, on est tous influenceuses, influenceurs. Hein, si je te dis ta chemise elle est trop belle, tu vas me dire d'où elle vient. En fait, tu m'as influencé sur mon achat. Hein. Mais oui, forcément, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on s'expose, quand on a une communauté importante, oui, ce qu'on va présenter, on le sait, va influencer les comportements d'achat des gens. C'est pour ça que moi, j'ai passé le certificat de l'influence éthique de la RPP. Et moi, en fait, j'essaye de prôner à travers mes partages des alternatives responsables et respectueuses de l'humain et de la planète. Et justement mettre en avant des marques qui font les choses bien, que ce soit au niveau de la mode, de l'alimentation, de plein de choses, de la cosmétique naturelle, tout en prônant la mesure. Surtout pas la surconsommation, sinon je pense que je serais très très riche en fait. C'est aussi un choix de vie, hein. Clairement. Le fait d'aller vers des marques plus green sont forcément des petites marques, pas forcément du budget, donc voilà. Mais c'est un choix. C'est une ligne de conduite, c'est un choix, c'est mon mode de vie et c'est voilà. Mais oui, clairement, on influence les comportements d'achat. C'est comme ça qu'on gagne notre vie et c'est tout un équilibre du coup à trouver si on veut faire ça de façon éthique et responsable. Déborah Meff, quand vous parlez de bon usage de ces réseaux sociaux, est-ce que vous expliquez, que ce soit aux parents ou aux plus jeunes justement, comment chercher des contenus plus intéressants, plus éthiques, on va dire? Oui, alors nous avec donc du coup les jeunes on travaille autour des bonnes pratiques du numérique et on les réfléchit vraiment avec eux. Par exemple, ce qu'on fait avec les jeunes de CM1, CM2, c'est qu'on crée avec eux une bande dessinée des bonnes pratiques du numérique. Voilà, l'idée, c'est vraiment de réfléchir avec eux et pas de leur imposer des choses, leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et de toute façon, c'est pas comme ça qu'ils vont s'emparer de nos idées, mais c'est vraiment réfléchir avec eux, de savoir qu'est-ce qu'il faut y faire, qu'est-ce qu'il faut essayer de moins faire. Et puis de toute façon, au plus ils grandissent et au plus ils ont un regard critique par rapport à ces réseaux et à ce qu'ils regardent. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on commence à croiser les jeunes adultes qu'on avait eu en intervention il y a quelques années et qui donc du coup n'ont plus du tout les mêmes usages. Il y a cette diversité qu'on évoque depuis quelques minutes, cet aspect très positif des réseaux sociaux et une certaine ambivalence. On remarque aussi, on évoquait tout à l'heure la question des filtres qui amènent une certaine normalisation. Certains restaurants, pour prendre cet exemple, deviennent instagrammables parce qu'ils sont beaux, respectent certains codes. C'est amusant de voir que ces réseaux sociaux peuvent créer cette diversité et en même temps entraînent cette normalisation. On est vraiment sur deux aspects totalement différents. Elisabeth Eglem. Oui, tout à fait. En fait, ça me rappelle une étude que j'ai lue sur les selfies qui a été faite dans 3 ou 4 pays qui ont été comparés. Et en fait, ils comparaient les selfies des gens. Je crois qu'il y avait São Paulo au Brésil, il y avait Berlin, Paris, et puis je ne sais pas encore un autre pays, un pays d'Asie, je crois. Et globalement, on avait les mêmes tendances en fait de sourire partout. Il y avait juste des pays où ça souriait plus, et je crois que le Brésil souriait davantage.
Et l'Allemagne souriait moins. Ce qui est marrant parce que ça suit un peu des stéréotypes d'ailleurs, mais bon. Mais quand même, tout le monde avait un peu les mêmes expressions finalement. Et donc voilà, je pense que les selfies, on est à la fois tous pareils et tous différents. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et du coup, ça pose la question, je pense, des modes qui se répandent sur les réseaux sociaux, mais qui se répandent dans la vie hors réseaux sociaux aussi. Quand on pense aux modes vestimentaires, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des tendances, même sous l'Ancien Régime. Tout le monde voulait être coiffé comme la reine, par exemple, avoir les mêmes chapeaux, etc. Donc simplement, là, ça s'exprime ailleurs. Du coup, oui, c'est vraiment deux tendances complémentaires. Mais c'est difficile d'être différent, en fait. Je trouve que c'est plus facile de ressembler aux autres si on suit la logique du plus grand like. Forcément, on va avoir tendance à suivre le style qui a du succès, la pose qui fonctionne, parce que consciemment, on sait que ça va fonctionner. Mais après, ça dépend de ce qu'on cherche aussi. C'est un peu ce que vous disiez, c'est un peu comme il y a une grande abondance d'informations et d'usages aussi, et c'est aussi à chacun de s'approprier les usages qu'il souhaite avoir, je pense. Ça nous ramène un petit peu à ce qu'on évoquait au début, l'image que l'on veut donner de soi. C'est plus simple d'être normal, peut-être, Camille Leroy? Oui, je crois que c'est vraiment la question, parce que finalement, dans toutes ces communautés, ce qu'on recherche, c'est plutôt ce qu'on a en commun. D'abord, c'est le mot communauté, donc, et en effet, comme vous disiez, c'est beaucoup plus difficile d'être différent. Et moi, c'est ce qui me pose problème, parce qu'on voit bien dans les cas de harcèlement, c'est-à-dire c'est des gens, des jeunes, souvent qui ne sont pas dans le moule ou qui ne correspondent pas au modèle commun. Et à ce moment-là, on les méprise, on les insulte. Donc toutes les différences sont quand même souvent plus difficiles à assumer sur ces réseaux sociaux que effectivement, si on sait on a le bon filtre, on sait quelle marque de vêtements il faut porter, on sait comment il faut se présenter. Là, ça va. Donc, bon, c'est quand même problématique, parce que ce qui est intéressant dans l'humanité, c'est la singularité, c'est le fait que chacun est différent, et que ce qui me semble intéressant dans le réseau, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, c'est de pouvoir dire qui on est. Alors la transparence, moi je ne sais pas dans quelle mesure il y a de la transparence. Effectivement, c'est bien quand on peut dire qui on est, et qu'on est entendu, qu'on est reçu comme on est, et on peut discuter, mais souvent c'est quand même le contraire. C'est-à-dire que dès que vous êtes un peu différent, ça va plus du tout. L'affirmation de sa singularité n'est pas encore la norme. J'ai l'impression, en tout cas, on a quand même des exemples, on entend aux infos qu'il y a des cas de gens qui, soit par leur sexualité, par leur façon d'être, par leurs idées, ne correspondent pas au canon de leur groupe, ou de leurs proches, et c'est souvent catastrophique, mais vraiment. Ils sont obligés parfois de quitter l'école, le lycée, parce que ils sont obligés de rester chez eux. On a vu des cas récemment qui se font injurier, menacés de mort, parce que ils ont émis une opinion qui n'était pas celle du plus grand nombre. C'est quand même vraiment problématique. Vous le constatez d'ailleurs, Déborah Meff, régulièrement, et dans ces cas-là, l'aspect communauté peut devenir très néfaste, avec une alliance, une association de plusieurs personnes contre une seule. Oui, alors je crois que malheureusement, avec ou sans les réseaux sociaux, ça a toujours existé. Voilà, cette alliance, alors elle est peut-être plus forte, on va dire, parce que les gens sont derrière un écran. Mais oui, alors pour pas être encore dans le négatif, mais oui, on croise quand même pas mal d'enseignants, des groupes qu'on sont créés contre eux ou des choses comme ça. Mais nous, en tout cas, on essaye de toujours amener autour des bons usages, d'avoir des échanges avec les parents, avec les jeunes, en leur disant, déjà tout simplement pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as laine, parce que souvent ça part d'un tout petit conflit, et qui prend une proportion sur les réseaux sociaux qui, où à la base, où vraiment si on avait eu une explication
Voilà, surtout, même entre jeunes, hein, parce que là, je vous ai parlé d'enseignants, mais même entre jeunes, hein, souvent, c'est un petit conflit. Mais sur Internet, vu que tout le monde s'en mêle un petit peu, ça prend une proportion voilà, énorme. Mais oui, c'est quelque chose que malheureusement, oui, à l'association, nous recevons des appels quasiment tous les jours pour dire, voilà, mon garçon, ma fille, les professeurs qui nous appellent en nous disant, ben voilà, il y a une image, photo, vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Donc, on fait tout un travail autour du droit à l'image aussi, hein, avec les jeunes, parce que souvent, ils ne savent pas que leur image, elle leur appartient. Voilà, quand on leur dit ça, ils disent je ne savais pas. Bah oui, quand tu prends ton copain en photo qui est en face de toi et en plus il a moins de 18 ans, en plus ça appartient à ses parents. Alors ils sont là, ça appartient, donc ça veut dire que quand je le mets sur Snapchat, je dois demander l'autorisation de ses parents. Ben oui. Voilà, donc c'est bien de revenir aussi sur ce droit à l'image et qu'on a tous une image et qu'elle nous appartient et si on a le droit de pas la partager. Elle nous appartient et on choisit justement comment on souhaite la partager. C'est surtout ça le sujet. Peut-être pour terminer cette table ronde et après on passera aux questions si vous en avez. Pauline Foulon, on évoquait cette certaine normalisation. Est-ce que vous aussi vous dites plus on est simple entre guillemets, plus on touche de personnes et mieux c'est, ou ça fait pas partie de votre réflexion? On prend pas de risques aussi, ça fait partie de... Oui, alors je pense que il y a deux aspects. Alors, il y a l'aspect, on va dire, technique. Toutes les plateformes fonctionnent de façon différente et il y a des choses à utiliser, des techniques, qui font que notre contenu sera plus mis en avant qu'un autre. Typiquement, moi Instagram, je reviens là-dessus parce que c'est mon réseau principal. Depuis 2021 et encore plus en 2022, c'est le contenu vidéo, ce qu'on appelle les Reels. Le problème, c'est que ce sont des vidéos qui sont lourdes et écologiquement, c'est pas top. Mais même les comptes écolos sont obligés d'utiliser ce format pour pouvoir toucher le plus de monde. La portée, c'est le nombre de comptes qui voient la publication, est beaucoup plus importante. Donc voilà, il y a sa partie technique où on est un peu obligé, oui, de rentrer dans les règles, dans les codes. Et après, oui, forcément, au niveau de l'individu, oui, clairement, je pense que si notre but, c'est de toucher un public large, il faut rentrer dans les codes, mais je pense que tout simplement, en fait, moi perso, je me suis pas questionnée là-dessus parce que, en fait, je réponds aux normes de la société. Je suis une femme cisgenre, je suis d'orientation hétérosexuelle, je suis blanche dans une société, en France. Clairement, je sais que je réponds, je fais une taille 38. Enfin, je sais que je réponds à la norme et au standard. Donc c'est vrai que j'ai pas cherché à rentrer dans le moule, je fais partie du moule. Après, si j'étais différente et si mon but était d'exprimer la différence, je pense que ça peut être une force aussi. Mais c'est vrai que je m'étais pas questionnée là-dessus avant. Elisabeth Eggen. Après, je pense qu'on peut faire de la différence, pas seulement avec son corps et avec ce qu'on est physiquement. Enfin, je pense que de toute façon... Effectivement, on est comme on est. On est obligé de partir de ça pour envoyer un message. Mais après, je pense aussi que, là, dans une logique plus marketing, si on reste uniquement à s'adresser aux standards et à rester uniquement dans les normes, on risque de pas forcément se détacher des autres aussi. Dans une logique plus concurrentielle, d'arriver à trouver un public et quelqu'un, et des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu fais. Si tu fais la même chose que tout le monde, c'est comme pour un produit en fait. On sort pas du lot et il y a tellement de produits similaires qu'on sera pas reconnu. Merci beaucoup. Peut-être si l'une d'entre vous souhaite dire un dernier mot avant que l'on passe aux questions, s'il y en a. Je me tourne vers vous. Donc si certains, allez-y, je vous en prie. Les fameux haters, moi j'avoue que j'ai beaucoup de chance. C'est anecdotique. Sur Instagram, j'en ai jamais eu. Sur TikTok, sinon c'est pas des haters, mais j'ai eu des commentaires ou des messages très désagréables. Je bloque. Je dépense pas mon énergie à répondre, je bloque. Et après, je vais avoir 35 ans, donc j'ai aussi le recul pour que ça ne m'atteigne pas. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas été confrontée heureusement à des vagues de haine parce que je pense que
mentalement, ça doit être dur. Ça doit être extrêmement dur. Et voilà, je suis très contente d'avoir une communauté bienveillante. Déborah, mais peut-être que Déborah... Et j'en profite, juste une petite question supplémentaire. Quand certains mettent des commentaires, par exemple, désobligeants, que vous leur dites, est-ce que vous auriez fait ça dans la réalité, qu'ils vous disent non, ils ont une explication. Après, pourquoi finalement ils se permettent de le faire sur les réseaux? Alors, ce que les jeunes nous disent, surtout, c'est en fait, derrière un écran, je peux être des fois un peu plus vrai. Un peu plus vrai que l'image que je peux donner de moi. Et oui, des fois, j'ai envie de m'énerver sur un tel. Mais souvent, quand ils postent ce commentaire, ils réfléchissent pas à l'impact que ça peut avoir sur la personne. Parce que nous, on les fait réfléchir à ça. On leur dit, si tous les jours, tu dis à quelqu'un qu'il est moche, mets-toi à la place de cette personne, en fait. Est-ce que toi, à la fin... En fait, au bout de 3, 4 jours, 5 jours, en fait, ça va pas te peser. Est-ce que déjà, tu vas pas te dire, en fait, peut-être que la personne qui est en train de me dire que je suis moche, elle est peut-être en train de dire la vérité. Donc, en fait, quand on les fait réfléchir par rapport à ça, je parle pour les jeunes, parce que nous, on intervient vraiment, pour des jeunes et des très jeunes, souvent, ils se disent, en fait, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pour répondre à vous, du coup, monsieur, nous, ce qu'on dit souvent, c'est de bloquer, pas de perdre de temps en fait avec la personne qui est en train d'essayer de vous déstabiliser en fait, tout simplement. Et si vraiment ça va trop loin, parce qu'on a eu des cas où c'est vraiment allé trop loin, c'est tout simplement aller déposer une plainte. Voilà. Nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est vraiment de prendre des captures d'écran, parce qu'en fait, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à tout supprimer. Parce qu'ils veulent plus voir, donc on leur dit avant de supprimer, tu fais surtout des captures d'écran et tu vas porter plainte avec tes captures d'écran. Voilà, c'est ce qu'on leur dit quand vraiment ça va trop loin. Après un petit commentaire comme ça de temps en temps, on bloque, parce que si on va pour la police en disant il m'a laissé un commentaire en m'insultant, ils vous regardent un peu en disant voilà. Alors, si je peux me permettre, c'est passé il y a pas très longtemps, il y a une semaine, donc nous on intervient avec la PJJ, donc police judiciaire jeunesse. Et donc du coup, déjà, quand vous allez commettre un délit par rapport au net, à l'époque, déjà, nous, on reçoit des jeunes qui ont 18 ans, par exemple, et qui ont commis leur délit, ils avaient 15 ans et demi, 16 ans, donc ils se rappellent même plus pourquoi ils sont là. Donc maintenant, ça va être traité quand même dans les 6 mois. Donc ça veut dire que il y a une belle évolution, donc ne perdons pas espoir par rapport à ça, mais il y a cette belle évolution. En tout cas, la police prend vraiment mieux en charge sur ces dernières années avec ces soucis d'image. Je vous parle de ce qu'on connaît, parce que nous, on a des jeunes qui nous voilà. Et moi, je me considère pas comme un objet. Vous êtes un objet, puisque vous êtes un objet publicitaire, vous êtes un objet de vous montrer un modèle, en fait, que les jeunes peuvent suivre, etc. Donc, quelque part, vous êtes une image. Alors, moi, j'ai pas une communauté qui est ultra jeune. Déjà, je suis plutôt suivie par des personnes qui ont entre 25 et 45 ans, donc je suis pas suivie par la jeunesse. Moi, en fait, mon travail, c'est de mettre en avant effectivement des alternatives positives et de créer du contenu autour, de créer du contenu informatif avec, je l'espère, une valeur ajoutée. Je suis pas une femme sandwich ni un panneau publicitaire ambulant. Tous les concepts, les produits dont je parle sont des choses que j'ai testées, sont avec les humains qu'il y a derrière, j'ai échangé avec eux énormément. Ce sont des choses que je valide, sinon je ne les partagerai pas. Après, non, je me considère pas du tout comme une femme objet ni une femme sandwich. Je pense que oui, malheureusement, la femme est objectifiée, mais ça c'est rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est la société qui fait ça, et malheureusement, ça existe depuis très très longtemps. Oui, mais justement, le fait que sur Internet ou sur d'autres réseaux sociaux, on cautionne en fait l'image de la femme qui est réduite à une image très... Pour moi, c'est juste à mon sens, c'est une projection. Ouais, mais justement. Moi, j'ai pas cette impression-là. Après, effectivement, c'est une question qui est très juste, mais non. Enfin, moi, je me considère pas comme ça. Après, il y en a qui font un travail d'une certaine façon, mais non. Après, de toute façon, les réseaux sociaux existent, les influenceurs existent, les créateurs de contenu existent. Peut-être qu'il y en a qui se comportent de cette façon-là. Après, libre aux personnes de ne pas les suivre, en fait.
tout simplement. Est-ce que ce sont surtout des femmes, ce sont surtout des influenceuses? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Il y a plein d'influenceurs. Oui, il y a beaucoup d'influenceurs. Oui, non, mais je pose la question parce que Ouais. j'avais l'impression que c'était surtout des femmes, mais il y a pas mal Non, d'hommes. il y a beaucoup d'influenceurs. Elisabeth Teglem. Juste pour rebondir sur votre question, madame, je pense qu'en fait, il y a autant de types d'influenceurs et de sujets d'influence que de personnes qui les écoutent. Et enfin, voilà, c'est vraiment... il y a des profils très différents. Quelqu'un qui met en avant des produits écologiques, c'est pas du tout comme, je sais pas, moi, une personne qui ferait de la pornographie. Enfin, c'est vraiment des sujets très très différents. C'est un peu comme si on disait que tous les vidéoclips proposent une vision dégradante de la femme. Ça serait pas vrai non plus. Donc, enfin, c'est difficile d'avoir une vision généralisée en fait de cette question-là, je pense. Donc c'est une question pour Madame Eglem. Sociologie et ethno-marketing. La sociologie m'intéresse beaucoup, mais je me demande comment on arrive dans ce genre d'études-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, est-ce qu'il y a assez de débouchés quand on fait ce genre d'études? Parce que... Alors, en fait, il faut juste que je fasse une petite dans... précision. Je ne suis pas maître de conférence en sociologie, c'est un scoop ce soir. C'est ce qui a été indiqué, mais en fait, je suis maître de conférence en sciences de gestion. Donc, je suis professeur de marketing. Et je fais des recherches qui sont liées à la sociologie et à l'anthropologie aussi, d'ailleurs, dans mes études de terrain. C'est-à-dire que je vais interviewer des gens, je vais faire des observations sur Internet, notamment sur Instagram, par exemple. J'ai fait beaucoup d'observations de photos. Et donc, c'est ce qui me permet d'alimenter mes recherches. En fait, j'analyse tout ça, j'en tire des conclusions, je fais des rapprochements avec la théorie, et donc j'essaie de publier des articles de façon plus ou moins... Enfin, ça marche plus ou moins bien, voilà. Donc voilà, après... Alors, est-ce qu'il y a des débouchés là-dedans? Ça dépend ce qui vous intéresse. Si vous voulez faire fortune, je dirais que c'est pas la bonne voie. Voilà, après ça, il faut aimer enseigner, il faut aimer s'interroger sur la société, ce qui est mon cas, je pense. Madame Eglem a dit, donc moi je voulais rebondir en fait sur la personne qui est intervenue, sur Pauline Foulon. Alors, je suis désolée, mais en fait, alors moi je suis de la génération, j'ai 50 ans, donc je suis de la génération qui a appris sur le tas. Je suis prof en plus, donc il a fallu que je m'adapte. Aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux parce que c'est une façon aussi de mieux comprendre en fait le déroulement et la pensée des élèves. Et donc, c'est en comprenant les outils qu'on réagit mieux à ces outils. Et en fait, aujourd'hui, on se bat justement de la parité et de la présence de la femme sur tous les terrains. Je vous remercie d'être là aussi sur ces réseaux sociaux. Je pense que c'est complètement différent. Je vous rejoins, Madame Eglem, donc sur le fait que ça dépend si on est une femme image, dans la pornographie ou même aujourd'hui, toutes ces femmes en fait qui se déshabillent et tout simplement vis-à-vis aussi des fétichistes qui aiment simplement observer des images sans intervenir. Et puis quand bien même, je n'ai pas à les juger, elles sont là, elles font ce qu'elles veulent. Mais quand je vois l'impact en fait qu'ont ces influenceurs aujourd'hui sur la jeunesse, donc c'est comme à notre époque en fait. Nous, on avait les mannequins, on avait des catalogues, et puis on les prenait comme image. C'était une référence en fait pour être un peu plus conforme à la société, pour se rendre, pour avoir une image plus agréable, plus adéquate ou plaire. Eh bien aujourd'hui, en fait, il y a ces influenceurs. Alors, c'est vrai qu'on peut être critique vis-à-vis de certains, parce que, de par notre position, tout simplement. Mais quand je vois que ça a l'impact que ça peut avoir sur certains jeunes, et notamment, moi, je suis en lycée, donc fin de collège, et puis début de l'adulte, donc où on se cherche encore, où on a encore du mal avec son corps, où on a encore du mal à se faire accepter, eh bien, je trouve que ça a quand même un impact positif. Et c'est vrai qu'il y a une mauvaise utilisation, et je pense plus précisément au collège, des réseaux sociaux, où en fait ils n'ont pas assez de recul, et donc c'est assez brut. Mais quand ils finissent le lycée, quand on discute avec eux de ces réseaux sociaux, on se rend compte très très vite qu'en fait ils ont compris beaucoup de codes, et qu'ils ne les appliquent pas du tout, ils les utilisent plus du tout de la même manière. Ils ont un esprit critique, et notamment vis-à-vis des influenceurs. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on perce à travers les réseaux sociaux. On ne perce plus comme avant. Nous, avant, on avait la télé. Et c'est vrai que c'était différent si on décrochait vis-à-vis de Secret Story, où on avait un marquage au fer rouge toute la vie,
ou si on perçait à travers une émission un peu plus culturelle. Et puis là, on avait une carrière toute dessinée. Aujourd'hui, vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est pareil. Qu'on perd sur TikTok ou qu'on perd sur YouTube, d'après mes gamins, et donc j'ai appris, le nombre de vues, c'est différent, on ne perce pas de la même manière, etc. Donc, en fait, ils ont des nouveaux codes. Et je pense qu'il faut apprendre ces nouveaux codes pour mieux, en fait, les appréhender et pour mieux les encadrer. Et puis parce que c'est la nouvelle façon, en fait, de communiquer, quoi. Donc, non, je pense que vous représentez une belle parité. J'aurais juste une dernière question, ça serait parce que j'ai été choqué par le chiffre tout à l'heure de 88%, je crois, pour les 4 ans. Et du coup, est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils qui n'existaient pas avant pour tout ce qui est pédophilie et autres problèmes de ce genre? Alors, il existe tout à fait ce qu'on appelle les logiciels de contrôle parentaux, qui existent, alors qui sont maintenant en plus pour la plupart des outils complètement gratuits. Mais nous, ce qu'on dit aux parents, c'est que ok, ces logiciels existent, c'est très bien. Par exemple, installer à la place de YouTube Kid. Quand vous tapez, je donne toujours cet exemple aux parents, petite coquine dans YouTube. Et petite coquine dans YouTube Kids, vous ne tombez pas du tout sur le même contenu. Et quand on a 4 ans, c'est quand même un peu plus sympa. Voilà. Mais oui, il y a quelques petits outils, mais c'est vrai que nous, ce qu'on dit aux parents, c'est vraiment la communication. C'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que tu as vu? On a tendance à parler avec nos enfants de ce qu'ils ont fait à l'école, par exemple. Mais on parle aussi de ce qu'ils ont fait sur leur tablette pour que puissent nous dire aussi, parce que ça va filtrer, on va dire, un maximum, mais on n'est pas à 100%. Oui, parce que j'ai entendu beaucoup, autour de moi, j'ai entendu beaucoup où il y avait des parents qui avaient des problèmes avec leurs enfants, parce que les enfants, en fait, apprenaient le mot de passe de des parents sur le coup, parce qu'ils apprennent très vite. Et du coup, ils bypassent le parental, donc du coup, ils ont accès à ce que les adultes ont accès, alors qu'ils n'ont que 4 ans et ils ne savent pas du tout ce qu'ils font, malheureusement. Voilà. Donc, ce que je dis, il y a plein de petits outils, YouTube Kids, le logiciel de contrôle parental, etc. Mais c'est pas efficace, on va dire, à 100%. Rien de mieux que le parent. Donc, jusqu'à présent, à part les adultes, on n'a toujours pas trouvé d'outils qui pourraient aider ces enfants qui peuvent, par exemple, ne peuvent pas se passer de leur tablette ou de leur téléphone. Là, on parle du numérique, mais non, un enfant ne peut pas se passer de ses parents, non. Oui. Là, on parle du numérique, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres sujets. Alors, c'est pas facile, c'est pas écrit dans un livre d'être parent. On n'est pas parent, mais on le devient. Moi, mon petit garçon a 2 ans, donc c'est pas tous les jours facile. Tous les jours, j'écris des nouvelles lignes, dans le livre de la parentalité. Et mais voilà, il faut essayer de les accompagner, en tout cas un maximum, ces parents à devenir parents à l'ère du numérique, et qui rajoutent, on va dire, une petite couche sur cette parentalité qui n'est déjà pas forcément facile. Et vous auriez par exemple un numéro, genre un numéro vert, ou un numéro où que ces parents puissent appeler pour recevoir de l'aide à ce niveau-là, parce que je connais pas mal de parents qui en fait ont des problèmes avec leurs enfants parce qu'ils n'arrivent pas à les bloquer au niveau de justement ces outils. Alors il y a le numéro vert de e-enfance qui est je l'ai plus en tête là, je m'excuse, mais qui traite de ces sujets-là. Après nous on aide tous les parents qu'on peut croiser, si ils ont des problématiques, ils nous appellent et nous on essaye de solutionner avec eux. Mais c'est vrai que souvent, à la fin de la discussion qu'on a avec les parents, c'est la communication, la non-communication. Et je crois que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, que ça soit sur les écrans, sur la nutrition, sur tout un tas de sujets. C'est l'échange. Je prends la parole, mais je me sens tout d'un coup très très vieille, parce que y a des choses qui m'éberluent un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là on parle beaucoup des enfants. Moi, je m'attendais plutôt à parler des adolescents. On parle des enfants, mais il y a des études scientifiques où on dit que finalement, un enfant, on ne doit pas lui donner une tablette ou un matériel informatique avant l'âge de 6 ans, que ça perturbe les neurones, son évolution intellectuelle, etc. Et c'est quand même assez soucieux
de voir, est-ce que quand il n'y aurait pas un moyen finalement d'éduquer ou d'informer les parents pour leur expliquer finalement les dommages qu'il peut y avoir à confier ce genre de tablette, etc., à un tout petit. Alors, je ne dis pas, effectivement, il y a une pression qui est faite sur les femmes, elle a toujours existé. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que les femmes sont pressurisées, qu'elles ont une charge à la fois mentale, physique, etc., sur les épaules. Mais ceci étant, de confier des tablettes aux enfants, avant c'était « il ne faut pas mettre les enfants devant la télé », mais voilà, on déporte le problème, mais c'est quand même un problème très grave pour la jeunesse, pour la faire évoluer dans le bon sens. Et notre société ne va pas forcément dans un bon sens en faisant ce genre de choses. Enfin voilà, c'était peut-être une petite note moins rigolote. Alors bien sûr, il y a des études sur les effets des écrans chez les très jeunes enfants, mais comment dire, lors de nos interventions parentalisées, c'est très dur d'être en frontal comme ça avec les parents, à se dire il ne faut pas utiliser. Voilà, on essaye de trouver avec eux des alternatives, on va dire, aux écrans, mais bien sûr que nous aussi on les a, ces études, on part beaucoup sur les très jeunes enfants à partir de petites situations. Par exemple, l'enfant qui est avec ses parents chez le médecin, qui a une tablette dans les mains, voilà, on leur dit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut trouver comme d'autres alternatives, parce que c'est vraiment, les parents nous disent ok, les écrans, moins d'écrans, on va essayer en tout cas, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, voilà, et c'est aussi ça qui est pas. Oui, mais être parent, c'est pas. Voilà, c'est difficile de réduire à dire s'occuper d'eux. Vous voyez, voilà. On a des situations de famille qui sont compliquées, qui sont pas faciles, et on peut pas réduire à dire il faut s'occuper d'eux, parce que voilà, il y a d'autres problématiques des fois aussi, de familles qui ont d'autres problématiques, et c'est pas simple pour tout le monde. En tout cas, on essaye de trouver des alternatives, mais on a bien conscience que sur le très jeunes enfants, oui, il y a quelques effets. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est très difficile, c'est qu'on est soumis à des injonctions contraires tout le temps. Et ça, c'est un côté assez pervers de la société de consommation. C'est que d'un côté, on nous dit attention, si vous faites ça, c'est pas bon pour la santé de vos enfants, votre équilibre mental, etc. Mais en même temps, on vous met sous les yeux un tas de produits qu'on vous incite à acheter. Et avec des publicités forcément qui flattent votre ego, qui jouent sur des biais cognitifs qui font qu'on est vulnérable à ça. Bon. Donc c'est vrai que c'est vraiment difficile, et il n'y a pas vraiment de solution, à part changer de société, ce qui n'est pas évident. Et effectivement, je rejoins le fait que c'est probablement voué à l'échec de dire aux gens qu'ils ont tort de façon directe, de les juger, et on a tendance à s'accrocher à nos pratiques et à vouloir avoir raison parce que ça nous rassure et c'est plus facile que de se dire non, il faut que je change, quoi. Donc effectivement, il faut trouver d'autres moyens, aller plus vers le compromis, plus vers peut-être un exemple concret qui du coup a moins l'air d'être une condamnation du comportement. On arrive donc au terme de cette table ronde. Merci beaucoup de votre présence. Merci également d'y avoir participé. Château Vallon, liberté. En aparté, le podcast.